à tous et bienvenue à ce 10e épisode de DD en évolution. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuelle B. Faubert. Madame Faubert, bonjour. Bonjour. Premièrement, le B est pour... Ça fait partie de mon prénom. C'est comme Guilla Lepage, c'est le nom de famille de ma mère. Ah, d'accord, parfait. Donc, vous êtes économiste à l'Institut économique de Montréal. J'ai vu que votre mémoire de maîtrise portait sur l'impact de la pollution de l'air sur la productivité des travailleurs au bureau. C'est intéressant. Quels ont été les résultats? En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que à partir d'un certain niveau de pollution d'air, de particules fines de pollution dans l'air, alors on voyait une dégradation de la productivité quotidienne des travailleurs. Mais par contre, ma base de données était aux États-Unis où le niveau de pollution faisait en sorte qu'on ne voyait pas la relation négative qu'on voit habituellement entre la pollution et l'impact sur le corps humain, qui est négatif, on le sait tous, alors que des études relativement similaires en Chine ont trouvé ces résultats linéaires et négatifs, mais parce qu'ils ont des niveaux de pollution qui sont plus élevés. Parfois, on parle principalement d'emplois là, qui sont effectués en plein air, moins que de bureaux dans ce cas-ci. Effectivement, les gens qui travaillent à l'extérieur ou dans des villes plus polluées vont être beaucoup plus affectés que les gens qui vont travailler dans des bureaux avec filtration d'air, avec les températures contrôlées, c'est certain. Parfait. Bon, entrons dans le vif du sujet, la santé, et plus spécifiquement Santé Québec qui fait les manchettes presque quotidiennement ces jours-ci, notamment avec la nomination là, du Top Gun ou de la Top Gun au sein ou à la tête de cette organisation. En premier, pouvez-vous nous décrire quel est le rôle de Santé Québec plus spécifiquement? Je crois que c'est pas clair dans l'esprit de plusieurs en ce moment-là. Effectivement. Dans le fond, Santé Québec, il va remplacer le rôle de tous les CIS et les CIUS et pour faire une entité complète qui va s'occuper de la gestion de l'ensemble des régions. Oui, il va y avoir encore les CIS et les CIUS vont encore exister sous une certaine forme, mais plus comme des succursales de Santé Québec, alors qu'avant, c'était des entités qui étaient séparées. Parfait. Quels sont ses objectifs, à part l'amélioration du système de santé, là? Donc, un des objectifs principaux, c'était d'avoir une séparation entre le gouvernement et le système de la santé pour qu'ils puissent prendre des décisions plus générales de direction globale et laisser la gestion à Santé Québec. Le problème, par contre, c'est qu'en ayant toute cette entité qui s'occupe de toutes les régions de la province, ça fait en sorte qu'on a une centralisation de la prise de décision, ce qui fait en sorte que des décisions qui sont bonnes pour la capitale nationale ne seront probablement pas aussi bonnes pour la Côte-Nord, dont on a beaucoup parlé récemment, et aussi Saguenay et les autres régions plus éloignées. Donc, en gros, on veut réduire la complexité en ajoutant une couche d'administrateurs. Ça me semble paradoxal un peu. Effectivement. Un des gros problèmes, d'ailleurs, c'est que là, il va y avoir un seul syndicat négocié, une seule association pour tout le monde. Et c'est un problème pour les travailleurs parce que les besoins infirmiers ou médicaux ne sont pas les mêmes à Longueuil, dans les grandes villes à Laval, que dans les Laurentides. Les besoins ne sont pas les mêmes, les ressources nécessaires ne sont pas les mêmes. Donc, quand les décisions sont prises dans une tour à Québec, ça ne marche pas vraiment. Oui, tout à fait. En lisant un peu là, sur les textes qui ont été rédigés, mais les textes émanant du gouvernement en ce qui a trait à Santé Québec, les mots centralisation et décentralisation revenaient constamment. J'ai l'impression qu'ils essayent de réussir les deux en même temps. Encore une fois, ça me semble paradoxal. J'ai envie de vous poser une question qui est générale, mais en lien avec Santé Québec. Est-ce que la réponse au problème bureaucratique est plus de bureaucratie? Absolument pas. Ce qu'il faut pour réduire la bureaucratie, c'est réduire la bureaucratie pour enlever tout ce qu'on appelle le red tape, toutes les barrières administratives. C'est comme ça qu'on va décentraliser les systèmes. Il faut qu'on laisse plus de flexibilité aux différents établissements de santé pour prendre des décisions qui sont les meilleures pour leur propre établissement. On parle de quel genre de décision là, qu'on voudrait reléguer, donc décentraliser pour laisser les hôpitaux individuellement choisir comment agir, quelle politique interne appliquer, comment, j'ai envie de dire, gérer les urgences, c'est toujours la question qui revient en tête de liste. À quoi est-ce qu'on pense spécifiquement? Beaucoup de gestion des ressources, que ce soit gestion de l'équipement, des équipements, que ce soit aussi gestion du personnel.
Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que on sait, il y a des pénuries de main-d'œuvre dans pas mal tous les secteurs de notre système de la santé. Et avec une seule convention collective, comme veut le faire Santé Québec, alors les offres d'emploi, les postes vont avoir pas mal tous les mêmes conditions de travail. Mais ce qui va fonctionner à Montréal, des conditions de travail, un salaire, des bénéfices qui fonctionnent à Montréal, ça ne va pas nécessairement attirer une infirmière dans la Côte-Nord. Justement, c'est pour ça qu'on a des problèmes en Côte-Nord en ce moment. Pardonnez mon ignorance, mais comment est-ce que les négociations prennent place entre qui et qui? Donc, chaque hôpital a sa propre organisation ou syndicat qui négocie directement avec le gouvernement ou ça va par ordre des infirmières, ordre des médecins, qui, eux, vont ensuite négocier leurs conditions de travail salarial et autres directement avec le gouvernement. Et si je comprends bien, tout ça serait unifié et géré directement par Santé Québec ou est-ce que je me trompe là? Donc, avant, il y avait des grandes associations. Donc, c'était pas chacun des hôpitaux. Il y avait quand même des agglomérations qui faisaient des négociations avec les gouvernements, entre les gouvernements et les associations. Mais là, à la place, ce serait tout le monde sous la même association, donc le même syndicat qui négocierait après ça avec le gouvernement. Donc, on passe de quelques grosses à une. Donc, c'est ça, c'est là qui est... Et avant aussi, non seulement c'était quelques grosses, mais aussi c'était qu'il y avait aussi des différenciations qui étaient appliquées pour les différentes régions. Alors que là, quand c'est vraiment une seule entité, tu ne peux plus autant faire les différenciations entre les besoins des différentes régions. Exactement. Donc, je lis entre les lignes aussi, vous semblez être en désaccord avec cette approche. Tout à fait. Ça prend plus de flexibilité au niveau local parce qu'on s'entend que c'est pas quelqu'un à Québec qui sait ce dont les gens ont besoin dans la Côte-Nord. Ce sont les gens qui sont dans les couloirs des cliniques, des hôpitaux. C'est eux qui savent ce dont ils ont besoin. Et c'est vraiment en laissant les décisions à être prises au niveau local qu'on va avoir des solutions qui vont fonctionner. Parce qu'elles ne seront pas les mêmes partout dans la province. Donc, quel serait le... J'aimerais avoir des exemples, en fait, surtout pour l'audience, mais pour moi-même. Là, quel genre de politique ou quel genre de façon de faire, vous avez mentionné la Côte-Nord, est-ce que les hôpitaux de la Côte-Nord pourraient mettre en œuvre qui seraient différents de celles de Montréal, qui ont clairement des problèmes et des obstacles très différents? Comment est-ce qu'on différencie les deux au point de vue opérationnel un peu? Là? Un des enjeux dans la Côte-Nord, c'est que la majorité du personnel n'habite pas en Côte-Nord. Donc, ce sont des gens qui viennent des grandes villes. Et si on leur offre les mêmes conditions de travail, justement parce qu'il y a une seule association, puis que là, on n'a plus accès aux infirmières d'agence, mais là, les infirmières qui sont dans les grandes villes, à la capitale nationale, à Montréal, si elles se font offrir exactement les mêmes conditions de travail, les bénéfices à Montréal versus aller en Côte-Nord, à part un bonus financier pour pouvoir aller en Côte-Nord, mais c'est tellement loin, c'est tellement isolé et ils seront toujours aussi exténués parce que les conditions de travail ne sont pas changées. Donc, ça fait en sorte qu'ils ne sont pas intéressés à aller en Côte-Nord. C'est pas pour rien que la Côte-Nord dépendait autant des infirmières d'agence. Donc, il faut qu'il y ait de la flexibilité au niveau des contrats, au niveau de la gestion du personnel pour inciter les gens à venir dans leur région plutôt que on va forcer les gens à dire « OK, telle infirmière, elle va aller en Côte-Nord pour tel nombre d'années. Telle infirmière va aller à Québec. » Un peu comme ils font avec les médecins. Ils disent, il y a un registre qui fait en sorte qu'après avoir gradué, le gouvernement peut les envoyer dans différentes régions précises, puis ils n'ont pas vraiment le choix. Mais c'est pas comme ça qu'on va inciter le personnel à rester. Il faut vraiment qu'on trouve des moyens pour qu'ils restent de leur plein gré, dans le fond. Donc, c'est pas qu'une question salariale en ce qui a trait en particulier aux pénuries de main-d'œuvre dans les régions en ce qui a trait à la santé, qui est un sujet récurrent depuis, de mémoire, plusieurs années. Comment est-ce que Santé Québec va améliorer, régler, utiliser l'adjectif que vous voulez, ou le mot que vous voulez, le problème des conditions de travail et l'attractivité donc des régions pour les professionnels de la santé, j'ai envie de dire critiques? En fait, Santé Québec n'est pas la solution à ça. En fait, tout simplement, c'est pas la bonne solution. Au contraire, il faudrait laisser l'indépendance aux différents établissements de santé,
ce serait ça la façon de faire. Aux et les hôpitaux. laisser gérer. Exactement, les hôpitaux, les cliniques, ou même revenir aux entités régionales des CIS et des CIUS pour leur laisser la flexibilité. Parce qu'en ce moment, si on va tous ensemble à Santé Québec, aussi l'affaire, c'est que pour avoir les autorisations, pour avoir les exceptions, disons, qui sont essentielles pour avoir des conditions qui fonctionnent en Côte-Nord. Donc là, avant, ils demandaient à leur CIS ou leur CIUS. Donc, il y avait quelques étapes, puis après ça, il y avait la réponse. Mais là, s'il faut que ça aille à Québec, donc là, il faut que ça aille jusqu'à Québec, puis après ça revient à la Côte-Nord. Donc, ça ralentit encore plus le processus pour avoir les permissions, pour justement le plus de flexibilité, pour avoir les exceptions aux négociations qui sont faites pour l'ensemble de la province. On sait maintenant qui est à la tête de Santé Québec, c'est Mme Biron, qui vient donc de groupe Santé Biron, donc du privé. On sent qu'une influence philosophique même au sein de Santé Québec qui vient du privé. Là, je crois que ça semble être voulu de la part du gouvernement là, d'infuser une façon de penser qui vient du privé. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que, à votre avis, c'est la façon de faire? Insuffler du privé dans le public, mais en restant public, si je peux dire? Donc, l'idée ici, c'est de garder un système de santé qui est universel. Donc, ça veut dire un système de santé qui est accessible à tout le monde avec la carte soleil, pas la carte de crédit. C'est ça l'idée. Par contre, que les points d'accès aux soins soient gérés de façon indépendante ou publique, c'est pas ça le plus important. Dans le fond, la collaboration entre les cliniques et hôpitaux indépendants et les cliniques et hôpitaux privés, c'est très commun dans les autres pays de l'OCDE. En France, il y a près de, je pense, 30% des hôpitaux qui sont privés et indépendants. Et ça fonctionne très bien. On n'a pas les temps d'attente qu'on a ici. À profit? Il y en a qui sont à profit, puis il y en a qui sont non-profit. Donc, il y a vraiment les deux. Puis dans plusieurs pays en Europe et dans l'OCDE, il y a une combinaison des trois. Public, profit et ça... À but non lucratif. À but non lucratif, oui. Je cherchais le terme. Ouais. À but non lucratif. Donc, les trois peuvent collaborer ensemble et faire en sorte qu'il y ait un système de santé qui est efficace et qui fonctionne. Alors que là, ici au Québec, au Canada même, notre approche du tout à l'État où on veut vraiment maintenir un monopole, en fait, c'est ça qui est anormal. Alors que dans le reste du monde, c'est très commun d'avoir une collaboration. Pour connaître certains Français et pour avoir vécu en France, je dirais que les Français sont tout de même aussi critiques de leur système de santé qu'on l'est du nôtre. Comment dire? Est-ce qu'il y a un système... Bon, le système américain est souvent utilisé comme épouvantail, surtout au Québec et au Canada. Vous avez décrit un système mixte un peu entre le privé, le but non lucratif et le public. Quelles seraient les proportions, à votre avis, là, qui seraient les plus rationnelles, les plus efficaces pour le Québec plus spécifiquement? Je ne veux pas m'avancer sur la question des proportions, mais c'est certain que avoir un équilibre entre les trois, c'est bien. Si on regarde souvent les hôpitaux universitaires, habituellement, ce sont des hôpitaux qui sont considérés publics, mais avoir des hôpitaux qui sont indépendants, comme le projet qui avait des mini-hôpitaux promis par la CAQ en 2022, ça, c'était essentiellement possédé et géré de façon indépendante, mais encore une fois, financé par le public. Donc ça, c'est une façon d'ouvrir la porte à ça. Malheureusement, le projet n'est plus tel qu'il était à l'époque, mais ça aurait été une bonne façon d'ouvrir la porte à essayer un nouveau modèle que ce qu'on a en ce moment, parce que aussi, il ne faut pas oublier que quand tu es dans un contexte plus petit, une clinique plus petite, un hôpital plus petit, tu peux laisser la place à l'innovation, à l'entrepreneuriat, ce qui fait en sorte que tu peux développer des méthodes pour être plus efficace, pour pouvoir soigner plus de patients avec les ressources qui sont disponibles actuellement. Parfait. On y vient donc aux mini-hôpitaux indépendants privés. Ça semble être une promesse brisée, là, même si ça va prendre place. Là, au début, si je me rappelle bien, on parlait de pédiatrie surtout. Finalement, ça va être plus de la gériatrie. Qu'est-ce qui vous déçoit là, dans cette promesse électorale brisée ou dans cette modification du programme ou du moins de la promesse électorale de l'époque là, des mini-hôpitaux privés? Initialement, c'était censé être un mélange entre un GMF, un groupe de médecine familiale, et un hôpital. Il était censé en avoir deux, un en pédiatrie et un en gériatrie.
Et il était censé avoir des urgences 24/7. Il était censé avoir des salles de chirurgie. Il était censé avoir des cliniques externes. Il était censé aussi avoir des laboratoires, pharmacie, imagerie. C'est censé être assez complet. Alors que maintenant, c'est dilué au point où maintenant, ça va être des cliniques externes gériatriques. Et il n'y a même pas vraiment d'urgence parce que pour pouvoir y aller, il faut que tu aies une référence de l'externe. Tu ne peux pas juste te présenter, même si tu as 75 ans, il faut que tu aies une référence externe, puis ça va être ouvert de 7 à 22 heures, je crois. Donc, on est loin de la promesse qu'on avait avant. C'est rendu une clinique externe avec des urgences mineures sous référence pour les patients aînés. Donc, on est vraiment loin de la promesse. Il ne faut pas oublier que, oui, c'est important de s'occuper de nos aînés, mais c'est pas juste les aînés qui attendent aux urgences. La durée médiane de séjour aux urgences au Québec était de 5h13 l'année dernière. C'est énorme, c'est beaucoup de temps, là. Donc, quels sont les défis principaux là, auxquels fait face maintenant le projet dans sa version actuelle? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, en gros? On peut s'attendre à ce que ça soit des cliniques externes gériatriques. Ça sera pas des mini-hôpitaux. Ça sera pas vraiment des urgences. Et malheureusement, ça ne va pas aider à désengorger les urgences, qui était une des attentes qu'on avait de ce projet initialement. Et comment est-ce qu'on désengorge les urgences dans ce cas-ci? En fait, c'est assez compliqué parce que le problème est double. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe au niveau hospitalier, dans les hôpitaux. Au niveau des hôpitaux, il y a énormément de paperasse, il y a énormément de bureaucratie, on a de la difficulté à maintenir le personnel, on a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a des problèmes au niveau des hôpitaux, mais il y a aussi un problème d'accès aux soins de première ligne. Parce que il y a des centaines de milliers de Québécois qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Donc le problème est multiple. Il n'y aura pas une seule forme de solution. Donc, pour régler le problème dans les urgences du Québec, il faut non seulement voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à rendre les hôpitaux plus efficaces. Entre autres, si on regarde le financement à l'activité, qui est d'ailleurs en déploiement à travers la province, ça, c'est un modèle qui finance, pas de façon budgétaire historique, mais qui finance en fonction des actes médicaux qui sont performés. Donc ça encourage à être plus performant. Donc ça, c'est une façon d'aider les hôpitaux, mais aussi il faut regarder qu'est-ce qui se passe à l'extérieur pour s'assurer que les gens aient accès à des soins de première ligne. Le budget provincial qui a été divulgué en mars dernier mentionne la santé comme étant un des axes principaux, la santé et l'éducation. Est-ce que celui-ci vous a satisfait en matière de santé spécifiquement? Bon, il y a du bon et il y a du mauvais. On s'entend que l'augmentation du recours au financement à l'activité, ça, c'est une bonne chose. Mais par contre, la centralisation de Santé Québec, ça en est une moins bonne. Aussi, l'adoption des projets de loi 10 et 15, qui sont maintenant les lois qui interdisent qui ont non seulement créé Santé Québec et qui ont interdit le recours aux agences pour les infirmières. Ça, c'est des choses aussi qui sont moins bien. Donc, il y a vraiment du pour et du contre. Mais une chose aussi, c'est que la solution traditionnelle aux problèmes en santé, ça a toujours été d'injecter plus d'argent. Sortir les brouettes d'argent et les injecter dans le système de santé. Ça fait 40 ans qu'on fait ça. Puis on n'est pas mieux qu'on l'était il y a 40 ans. Donc, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire pour innover, pour pouvoir prodiguer plus de soins avec les ressources qu'on a. Et pourquoi est-ce que ça dure 40 ans? Dans le sens où si le constat est posé, donc oui, peu importe la somme d'argent investie, injectée dans le système de santé, les choses ne stagnent dans le meilleur des mondes. En réalité, ils déclinent peut-être même un peu. Pourquoi est-ce qu'on persiste dans cette ligne? Parce qu'il y a premièrement, c'est la solution. Ça a toujours été la solution qu'on a adoptée. Donc, ils veulent continuer à croire qu'en faisant une fois de plus, en faisant ça, ça va peut-être régler le problème. Et mais oui, aussi un entêtement à maintenir un système vraiment de tout à l'état, un monopole en santé qu'on voit qui ne fonctionne pas. Si on regarde plein de pays en Europe et en OCDE, on voit que c'est pas que t'as plein d'endroits, de pays, ils attendent moins longtemps aux urgences. En Suède, la médiane, la majorité des patients sortent en moins de 4 heures, alors que nous, on attend beaucoup plus longtemps. Attente et traitement en moins de 4 heures.
Exactement. Pas Donc, juste vu un docteur, là, le traitement et tout. Là. exactement. Je pense que c'était 60% des patients qui sortaient en dedans de 4 heures, alors que nous, on attend beaucoup plus longtemps. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus de bureaucratie. Et encore une fois, notre monopole. Donc, il faut qu'on regarde ailleurs qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce qu'ils ont fait de bien et les mettre ici. Et voir comment on peut les appliquer ici. Mais s'il n'y aura pas une solution miracle, et il va falloir une multitude d'idées puis de projets pour pouvoir aider la situation. J'aimerais prendre une seconde pour interrompre cet entretien pour simplement vous rappeler de, s'il vous plaît, vous abonner, partager, liker, aimer. C'est la forme de rémunération principale, à peu près unique, d'un balado comme celui-ci. Donc, si vous pouviez faire la chose, donc, comme j'ai dit, le partager, abonner, liker, en parler à vos amis, tout simplement, ça serait grandement apprécié. Et sur ce, de retour à l'entretien. Merci. On a parlé des infirmières qui font les manchettes, particulièrement celles de la Côte-Nord. Vous avez été critique de cette politique, celle qui met fin à l'utilisation des agences de placement là, sur la Côte-Nord. Vous l'avez mentionné juste avant. Vous avez qualifié la chose d'ultimatum, je cite ici l'ultimatum, aux infirmières qui doivent donc choisir entre un revenir dans le système public ou bien quitter la profession, en gros. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que vous voulez dire par là? Oui. Donc, dans le fond, c'est que on le sait, il y a une grande quantité d'infirmières qui songent à quitter. Et pas qu'en Côte-Nord, partout. Là. Partout ouais. Au Québec. Partout au Québec. Et souvent, dans 73% des cas, si je me souviens bien, la raison principale citée, c'était la surcharge de travail, les mauvaises conditions de travail. Donc, ça montre que les conditions de travail des infirmières, les infirmières sont exténuées, elles n'en peuvent plus, elles veulent s'en aller. Alors, les agences de placement, souvent, elles vont agir comme soupape. Elles vont agir comme dernier filet de secours qui va faire en sorte qu'on va pouvoir conserver des infirmières qui, sinon, quitteraient le domaine. Mais là, en interdisant l'utilisation des infirmières d'agence, ce qu'on est en train de dire, justement, comme vous l'aviez bien dit, on dit aux infirmières, vous devez revenir travailler pour nous ou vous devez changer de métier. Mais si on regarde les infirmières qui sont exténuées, qui n'en peuvent plus, qui ont déjà quitté, qui ont travaillé pour le gouvernement, pour le système public, et qui ont décidé de quitter parce que c'était insoutenable, 44% des infirmières quittent avant l'âge de 35 ans. Donc, c'est insoutenable pour elles. Donc, si on leur donne un ultimatum et on leur dit, vous revenez travailler pour nous, votre ex-employeur toxique, ou vous changez de carrière. Il y a des gros risques qu'elles décident de changer de carrière à la place. On voit beaucoup d'exemples. Il y a plein de gens qui connaissent des infirmières qui ont décidé de changer de métier parce qu'elles ont décidé, dans la vingtaine, peut-être ça peut fonctionner quelques années, mais quand ça fait des années, surtout quand tu commences au bas de l'échelle en tant que jeune infirmière, tu fais souvent les chiffres de soir, de fin de semaine. De soir, de fin de semaine, tu te retrouves avec les pires shifts, les quarts de travail. Et c'est exténuant. Donc, à force de faire ça avec les années, tu peux peut-être le faire quelques années quand tu es dans la vingtaine, quand tu es jeune, mais à un moment donné, tu es épuisé, puis à force de faire tout le temps ces quarts de travail-là, parce que l'ancienneté fait en sorte que les infirmières qui sont plus expérimentées vont avoir les quarts de jour, parce qu'elles sont déjà passées par là, mais elles n'auraient jamais dû passer par là à la base. Ça fait qu'il y a un clash générationnel et on n'arrive pas à conserver nos infirmières. Oui, pour préciser, je crois que vous avez écrit que 44% des infirmières quittent la profession, avant d'avoir 35 ans. Une infirmière moyenne peut travailler jusqu'à quoi? 65 ans environ, donc c'est 30 ans de travail potentiellement perdu ici. Là. En théorie, là, c'est purement théorique ce que je dis, mais si les conditions de travail étaient optimales, est-ce qu'on aurait une pénurie d'infirmières au Québec? Probablement beaucoup moins qu'on a en ce moment. Ouais. Dans l'état actuel, il est prédit qu'on va manquer de 28 000 infirmières d'ici 2026, donc c'est énorme. 2026, dans un an et demi à peu près. Exactement, c'est bientôt. Mais aussi, l'affaire, c'est que quand on regarde les données du nombre d'inscriptions dans les programmes, il y a beaucoup de jeunes infirmières, de jeunes étudiantes qui s'en vont dans sciences infirmières parce qu'elles aiment ça. Mais une fois sur le marché du travail, elles se sentent échaudées, puis elles sont brûlées, puis elles quittent. Mais il y a encore de l'engouement pour la profession, malgré sa mauvaise réputation. On voit, il y a des milliers d'étudiants qui s'en vont en sciences infirmières à chaque année, mais non seulement elles passent des années, elles ont des études qui sont très difficiles, mais après ça, elles se retrouvent sur le marché du travail, puis
c'est un emploi avec des conditions de travail qui sont pas soutenables. Donc, c'est pas pour rien qu'on les perd. Donc, s'il y avait des meilleures conditions de travail, on serait vraiment pas dans la situation actuelle. J'ai l'impression que peu importe les solutions, la santé semble être devenue un problème insoluble. Il y a des solutions, mais c'est des solutions techniques à des problèmes, disons, mineurs. Mais globalement, bon, blâmez ça sur le vieillissement de la population si vous voulez, mais j'ai l'impression qu'on ne peut plus s'en sortir. Est-ce que je suis trop pessimiste ou il y a une façon de s'en sortir, tout simplement? C'est certain qu'il n'y a pas une seule façon. Ouais. Malheureusement, Un ensemble. ça aurait été bien si on avait eu une solution qui aurait pu tout régler. Mais il faut garder espoir parce que les cliniques gériatriques, même si c'est loin d'être ce qu'on voulait, ça s'en va quand même dans une direction qui est intéressante parce que ça explore un modèle indépendant qui, s'il fonctionne, on pourrait l'adapter à plus de choses. On a le financement à l'activité qui est en soi, qui va aider à la performance des hôpitaux pour qu'on attende moins longtemps. Il y a des choses et il faut juste qu'on soit conscient qu'il y a des méthodes que le gouvernement fait en ce moment qui sont pas bonnes, comme justement Santé Québec, qui est trop de centralisation et l'interdiction du recours aux agences de placement. Mais il y a quand même du bon qui s'en vient. Puis si on regarde ce qu'on fait ailleurs, il y a quand même des chances de regarder ça. Ou c'est certain qu'avec le vieillissement de la population, il va falloir regarder plus aux soins de longue durée, mais c'est quelque chose que d'ailleurs, on regarde, on étudie le sujet à l'IEDM, on regarde ça depuis 25 ans. Il y a des solutions qu'on a identifiées, qu'on estime qui vont vraiment aider le système de santé. Il faut juste réussir à convaincre les gens d'essayer. Et la population semble être d'accord avec nous selon des sondages qu'on a fait. La majorité des gens sont ouverts à tester d'autres modèles que le modèle de tout à l'état qu'on a en ce moment. Si le système de santé continue sur sa trajectoire actuelle, à quoi vous attendez-vous dans 5, 10 et 15 ans, mettons, là? Est-ce que les choses se détériorent, stagnent, s'améliorent? Est-ce qu'une chute, peut-être quelque chose qu'on ne peut pas imaginer tout de suite, mais qui mènerait, disons, une chute de la qualité, de la quantité des soins qui ferait que le Québécois moyen se dirait « Ouf, il y a quelque chose qui vient d'arriver », ou est-ce qu'on stagnerait un peu comme les 30 dernières années dans le sens où ça va pas très bien, ça va pas très mal non plus, on n'est quand même pas non plus un pays défavorisé, comme on disait. Comment voyez-vous les choses évoluer si on maintient la trajectoire actuelle? Mais c'est certain que à certains niveaux, il y a une stagnation. De l'autre côté, il y a une dégradation. Donc, ça va vraiment dépendre de ce qui va être fait dans les prochaines années, de quelles politiques vont être adoptées. Par exemple, avec le financement à l'activité, ça, c'est une politique qui va dans une bonne direction. Ça va dépendre aussi... Pouvez-vous expliquer un peu le financement à l'activité? Oui. Là, vous avez dit, en gros, on rémunère pour chaque activité ou actes médicaux, ouais, exactement. Comment est-ce que ça fonctionne, ça, spécifiquement? Tu vas voir le médecin et parce que tu as eu un rendez-vous avec le médecin en question reçoit un montant fixe et l'infirmière qui t'a examiné juste avant reçoit même chose, un montant fixe, au moins la clinique ou l'hôpital pour lequel il travaille. Comment est-ce que tout ça fonctionne au final? Donc, c'est quelque chose qui est quand même... qui devient très rapidement très compliqué, mais globalement, comment ça fonctionne, c'est que les différents actes médicaux différents actes et services médicaux, ils sont associés à des prix moyens. Et après ça, donc là, il y a des codes qui sont entrés. Puis après ça, pour chaque acte médical, il y a une rémunération fixe qui est établie. Mais en général aussi, ça va être accompagné de certains blocs pour pouvoir compenser certaines caractéristiques de certains hôpitaux et cliniques. Par exemple, les hôpitaux universitaires en général, les grands hôpitaux comme ça, ils ont des besoins plus importants en matériaux. Donc, peut-être qu'ils vont être rémunérés avec un peu plus qu'une plus petite clinique qui a des moins grands coûts. Donc, ça va vraiment dépendre. Mais l'idée, c'est qu'ils vont établir des coûts moyens des procédures et l'établissement médical va être rémunéré en fonction des actes médicaux qui ont été performés, ainsi que d'autres financements pour s'assurer que ça couvre l'ensemble des coûts des établissements médicaux. Est-ce qu'on est le seul pays qui utilise ce système de rémunération? En fait, c'est vraiment embryonnaire au Canada en ce moment. Le Québec est le premier à le tester vraiment au Canada parce qu'en ce moment, on l'utilise plus pour l'imagerie en radio-oncologie. En ce moment, on l'utilise. Donc, on ne l'utilise pas en ce moment dans tout l'ensemble du système
de santé ni hospitalier, mais ça a été utilisé pendant des années dans vraiment juste des secteurs précis, puis tranquillement, pas vite, c'est en train d'être adopté de plus dans l'ensemble du système de la santé, mais c'est vraiment commun ailleurs d'avoir un financement comme ça mixte, financement à l'activité en Australie, c'est très commun. Il y a plusieurs autres pays aussi qui utilisent ça pour pouvoir s'assurer qu'il y ait un financement qui encourage la productivité des hôpitaux. Parce qu'en ce moment, si on compare un financement budgétaire d'enveloppe qui est basé sur les volumes des années précédentes, alors chaque patient qui entre dans un hôpital, c'est une source de coût, c'est une source de contrainte budgétaire. Alors qu'un patient qui se casse une jambe quand tu as un financement à l'activité, c'est une source de revenus pour l'établissement. Donc, ça change vraiment le modèle d'incitation, ce qui encourage la performance. Parce que quand tu es en enveloppe budgétaire, tu n'es pas incité à mieux performer parce que tu sais que plus tu soignes des patients, plus tu vas être serré dans ton budget. Ouais, donc, c'est vraiment ça l'idée, de changer le modèle d'incitation. Je vais vous apporter sur un terrain là, qui revient presque constamment. La question du système de santé américain qu'on compare au système québécois et canadien. Au Canada, tout est provincial en ce qui a trait à la santé. Mais on nous cite souvent le système américain comme un exemple à ne pas suivre. Il y a des histoires d'horreur qui sont sorties là, au fil des années, il faut être franc. Mais est-ce que on peut, de un, qualifier le système américain comme étant purement privé, et de deux, si on l'aurait à le comparer au système québécois qui est très étatisé, là, disons-le, en quoi est-ce qu'il est supérieur et ou inférieur? Je sais que c'est très vaste comme question, mais au Québec et au Canada en général, puis je vous dirais même qu'en France et au Royaume-Uni, là, je ne vais pas aller trop loin, mais pour les pays où j'ai vécu, en gros, la question, à chaque fois qu'on parle de santé, finalement, on finit par comparer aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, je vous demande de faire la comparaison là, pour éclaircir le sujet dans l'esprit des gens. Oui, donc le système de santé américain, c'est un système qui est complètement différent. Ce n'est pas un système de santé universel comme on l'a ici. Donc ça, c'est une grande distinction. Et malheureusement, c'est pas une bonne chose de constamment comparer notre système ou n'importe quel système au système américain parce que c'est une bête à part entière qui est complètement différente. C'est pas un système de santé universel comme on a. Et c'est un problème parce que le Canada reconnaît, je crois, 192 pays, mais quand vient le temps de comparer notre système de la santé, on vient toujours se comparer au bonhomme 7 heures du système de santé américain. Donc, à la place, allons regarder les 190 autres pays que le Canada reconnaît et voyons voir qu'est-ce qu'eux peuvent faire et qu'on peut appliquer ici. C'est une bien meilleure façon de regarder, de faire des comparaisons parce que c'est des systèmes qui sont vraiment différents. Et aussi, il vaut mieux regarder qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut importer de bien, plutôt que de dire on veut pas ça, on veut pas ça, on veut pas ça, on veut pas le bonhomme 7 heures américain. Non, on le veut pas, effectivement. On veut garder un système de santé universel, accessible à tous avec la carte sanitaire. On parle de tourisme médical. Ça reste, à mon avis, comment dire, je suis incapable de juger à quel point c'est généralisé. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on peut mesurer à quel point les Québécois en particulier quittent pour aller se faire soigner à l'étranger? Alors, pour moi, de ce côté-là, je peux juste parler de façon anecdotique, mais c'est certain qu'on entend des histoires de gens qui ont des maladies graves et ou rares qui n'arrivent pas à se faire soigner, qui n'arrivent pas à avoir accès aux soins ici à cause, entre autres, des délais pour des chirurgies ou l'accès à des médecins spécialistes qui sont tellement longs qu'ils disent « ben moi, j'ai une maladie qui est grave, je ne peux pas attendre ». Donc, ils vont aller ailleurs, ça arrive, ils vont aller aux États-Unis, ils vont aller en Europe, ils peuvent même aller dans d'autres provinces. Donc, c'est un cas qui existe, mais malheureusement, je n'ai pas de données pour voir à quel point c'est commun parmi les Québécois. Parfait. En conclusion, quel est votre souhait? Quel serait votre système de santé québécois parfait? Comment est-ce que, non seulement est-ce que ça serait géré, mais bien sûr, quelle serait la proportion? Là, on y revient toujours, le privé, public. Quelle serait la forme de rémunération? Quel serait le temps d'attente aux urgences? Quelle serait notre vision, j'ai envie de dire, collective de la santé? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, bon, on revient au vieillissement de la population. Est-ce que la santé est vouée inéluctablement à, j'ai envie de dire bouffer, là, mais manger le budget provincial dans des proportions qui ne laisseraient que des miettes à tous les autres grands projets, éducation, infrastructure, vous les nommerez si vous voulez. Donc,
quelle est votre vision là, de l'avenir pour le système de santé québécois? Ce serait de maintenir un système de santé universel, toujours encore, mais de laisser une flexibilité autant aux établissements de santé qu'aux patients. Laisser la possibilité des patients d'aller dans un hôpital public ou d'aller dans des cliniques indépendantes comme ils veulent, de laisser vraiment la possibilité aux gens, la liberté de choisir où ils veulent aller. Donc, ça serait côté choix, côté flexibilité aussi. Idéalement, on s'entend que l'attente aux urgences serait minime. Aussi, idéalement, les personnels de santé auraient des meilleures conditions de travail et garderaient la possibilité d'exercer leur profession autant de façon autonome et indépendante que dans le secteur public. Et idéalement même, il y aurait la possibilité de faire les deux en même temps, ce qui s'appelle la pratique mixte et qui est assez commun dans le reste du monde, mais qui est interdit au Canada pour les médecins. Aussi, mais pas pour les infirmières. Pas pour les infirmières, parce que les infirmières peuvent aller entre les agences ou faire des cas dans un hôpital la semaine puis à travailler dans une agence la fin de semaine. En ce moment, c'est possible, mais pour les médecins, c'est pas possible. Il y aurait cette flexibilité-là. Aussi, justement pour la population vieillissante, c'est certain qu'il va y avoir une plus grande partie des budgets qui devront être dédiés aux soins de longue durée. Et pour ce qui est des soins de longue durée, la grande majorité de la population veut vieillir à la maison. Donc, au lieu de mettre tant d'argent dans les CHSLD, construire une chambre, ça coûte énormément d'argent. Mais bien souvent, les gens ont besoin juste d'un peu d'aide pour rester à la maison, que ce soit de cuisiner ou de faire un peu de ménage. Des fois, juste un peu d'aide, donc des soins à domicile, juste de l'aide à domicile. Une espèce de virage ambulatoire pour les aînés. Exactement, un virage ambulatoire pour les aînés, pour les aider à rester à la maison plus longtemps. Donc ça, c'est une solution qui est moins coûteuse pour le système de santé parce que ça permet non seulement de garder les gens autonomes le plus longtemps possible, mais ça laisse les chambres des CHSLD, des gens qui sont vraiment dans une situation qui ne sont pas autonomes, qui sont tout seuls et qui ont vraiment besoin de ces soins-là. Donc, il y a aussi un virage ici qui serait important à faire. Donc, c'est ça, c'est assez vague et c'est complexe, mais il y a des choses qu'on peut faire. Oui, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour aller dans la bonne direction. Et j'ose espérer que... Mais êtes-vous optimiste en ce qui a trop au système de santé, plus spécifiquement là, dans 5, 10 ou 15 ans? Parce que j'ai l'impression que le négativisme, c'est pas exactement le mot, là, mais le pessimisme, je devrais dire, depuis que je suis petit, là, depuis que je peux me rappeler des débats de société autour du système de santé, tourne autour du pessimisme. Il n'y a plus personne qui a espoir. Est-ce qu'on devrait avoir espoir? Est-ce que vous êtes, comme je dis, optimiste en ce qui a trait à l'avenir du système de santé? Je pense qu'il faut toujours garder espoir. Parce que les solutions, elles existent, elles sont là. Faut juste avoir le courage de les essayer puis de les tenter. Puis si ça ne fonctionne pas, on revient en arrière. Mais il faut avoir le courage d'aller de l'avant puis d'essayer d'autres méthodes que ce qu'on a en ce moment. Et j'ai espoir, donc je suis optimiste que c'est possible. Faut juste le faire. Faut juste se lancer. Absolument. Emmanuelle B. Faubert, économiste à l'Institut économique de Montréal. Merci beaucoup. Merci à vous.